Merci Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Léo Coutelec et je vais animer cette première session, cette première table ronde avec nos trois intervenants que je vais présenter et dire un mot un petit peu sur la thématique de cette première session, le choix de cette thématique et puis deux, trois peut-être questions voilà, qu'on pourra débattre ensemble et avec vous. Le format il va être très simple, on va faire des interventions liminaires assez courtes de 10 minutes, un quart d'heure mais pas plus, pour chacun des intervenants, et puis ensuite, ça sera le moment des questions et des échanges avec le public. Voilà, pour essayer de laisser le maximum d'amplitude à la discussion, puisque c'est l'objet de cette initiative. Donc ce soir, nous avons trois intervenants. Je vais les présenter dans l'ordre. Nicole Marie, dans l'ordre de leur intervention. Donc Nicole Marie Meyer, qui est ici ce soir pour l'organisation qu'elle représente et pour aussi tout le travail que fait cette organisation dont elle va nous dire un mot, notamment dans le cadre du projet de loi sur la transparence économique, de la vie économique, dont vous allez probablement reparler, puisque c'est l'actualité du moment, enfin, sur ce domaine-là. Dans un deuxième temps, nous allons avoir le plaisir d'écouter Albert Augian, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS, et qui a publié un livre qui s'appelle « Pourquoi désobéir en démocratie ?» avec une autre philosophe, qui s'appelle Sandra Logier. Voilà. Un livre qui est un livre de référence sur le sujet de la désobéissance civile. Et puis dans un troisième temps, nous allons écouter William Bourdon, qui est avocat au barreau de Paris, et dont j'allais dire le champ de spécialité, pour ainsi dire, et la défense un petit peu des droits de l'homme, dans une dimension politique, et notamment la défense des citoyens face à ce qu'il appelle les crimes du marché, ou qui peuvent parfois être aussi quelque chose de l'ordre du crime contre l'humanité. Et qui a également écrit un livre en 2014 qui s'appelle « Petit manuel de la désobéissance citoyenne ». Voilà. Donc il nous parlera, il nous dira deux mots. Alors le contexte du sujet de ce soir sur les lanceurs d'alerte, bon, c'est un contexte effectivement juridique, légal, réglementaire, avec une suite à un certain nombre d'affaires dont vous avez tous pu prendre connaissance dans les médias, là, notamment la plus emblématique de ces dernières années, c'est celle d'Edward Snowden, que vous avez tous pu connaître via les médias, qui a révélé des opérations de surveillance massive de métadonnées sur des citoyens européens et qui a créé tout un scandale, on peut le dire, et une réflexion sur le statut proprement parlé de ces gens, de ces personnes qui, à un moment donné, libèrent une parole, alertent, signalent, voilà, et quels risques ils prennent. Et donc c'est vraiment suite à ça qu'un certain nombre de... Enfin, pas que suite à ça, parce que le sujet des lanceurs d'alerte est assez ancien, mais on y reviendra avec les intervenants, mais que des discussions ont eu lieu au niveau du Conseil de l'Europe, notamment avec la recommandation du 30 avril 2014, on y reviendra, sur la protection des lanceurs d'alerte, et puis donc ce projet de loi sur la transparence de la vie économique, bon, dont il y a beaucoup à dire. Voilà le contexte un petit peu. Bon, on pourrait ce contexte le complexifier avec nos intervenants. Moi, j'ai trois choses qui m'ont interpellé à la lecture de vos écrits et puis à la lecture un petit peu de ce qui se dit sur ce sujet. Le premier, c'est l'objet de l'alerte. L'objet de l'alerte. Il me semble qu'ici, il faut que l'on débatte, puisque dans les définitions admises, ou en tout cas, même si elles ne sont pas toutes stabilisées, la plupart font référence à l'intérêt général, c'est-à-dire qu'une alerte, c'est de l'ordre, voilà, lorsque le sujet, c'est une atteinte à l'intérêt général qui est révélée. Et donc là, la question que je pose, c'est quelle définition d'intérêt général ? Voilà. Quelle définition d'intérêt général et qui la définit, cet intérêt général ? Est-ce que ce sont les États ? Est-ce que c'est l'Union européenne ? Est-ce que ce sont des collectifs de citoyens ? Est-ce qu'on la définit au cas par cas ? Voilà. Donc ça, c'est une première peut-être question que j'aimerais vous poser, si vous le voulez bien. La deuxième chose, c'est la question des voies de signalement, puisqu'on sait que le sujet des lanceurs d'alerte, c'est par quelle voie ils signalent, par quelle voie ils alertent. Et donc là, il me semble qu'il y a une tension, puisqu'on parle de voies appropriées, standardisées, précisément sur la standardisation de ces voies. Est-ce que standardiser les voies de signalement, c'est pas finalement défaire le propre d'un lanceur d'alerte, qui est de défaire
les cadres juridiques existants et donc tous les standards. Et donc il me semble que là on va avoir un débat intéressant puisque les intervenants ne sont pas d'accord là-dessus et notamment voilà, sur la question du statut. Est-ce qu'il faut un statut juridique? Est-ce qu'il faut des procédures? Ou est-ce que simplement cette vigilance, ce signalement est simplement une légitime vigilance des citoyens, pour prendre le terme d'Albert Roggien, et qu'elle n'a pas à être procéduralisée ou transformée en droit. Voilà, c'est un débat qui est ouvert. Alors, la question aussi donc, du statut, elle n'est pas simplement juridique, elle est aussi politique, la question du statut des lanceurs d'alerte, et elle concerne ce qu'on peut appeler leur vulnérabilité économique et politique en tant que citoyens. Et là, donc, c'est tout un débat que l'on a à voir aussi au-delà du droit sur leur statut. Voilà, donc c'est des lignes, je pense, de discussion. On ne va pas s'y restreindre. Hein. Vous allez bien sûr complexifier ça beaucoup mieux que moi. Voilà, je vous laisse la parole pour une première intervention. Évidemment, je suis très inquiète maintenant que je découvre les 3 questions. Je représente effectivement... Bonsoir à tous. Merci beaucoup de cette invitation à la mairie et toute son équipe. Je représente l'organisation Transparency International France, qui est la principale organisation non gouvernementale de lutte contre la corruption, et j'ai créé le département Alerte Éthique en 2009 pour traiter notamment, effectivement, essentiellement de la protection des lanceurs d'alerte. Alors, peut-être parce que c'est un sujet dont il est beaucoup débattu et qu'il y a quelques ouvrages qui sont très bien faits, on vous a signalé l'excellent livre de William Bourdon. Effectivement, en dehors de cet excellent livre, il y a également un livre généraliste de quelqu'un qui a été récemment arrêté, donc à La Haye, que vous connaissez peut-être, c'est Florence Hartmann, journaliste et écrivain, qui a fait Lanceur d'alerte, les mauvaises consciences de nos démocraties. Comme introduction, c'est excellent. Vous avez sinon la recommandation du comité des ministres, donc ça c'est le Conseil de l'Europe en 2014, c'est le corpus, c'est à la fois la première définition conceptuelle, c'est-à-dire, on en parlera un peu plus tard, menace ou préjudice dans l'intérêt général, c'est-à-dire plus une longue liste énumérative, mais un concept ouvert, qui permet de faire entrer au fur et à mesure des choses qui ne sont pas tout de suite illégales, mais qui pourraient le devenir, ou en tout cas qui sont non éthiques. Et vous avez un livre, le premier livre de droit, en fait, en droit français, sur l'alerte éthique, voilà, qui a été fait par Lionel Bénèche et Laure Romanet, que je vous signale rapidement. Sinon, pour une introduction très rapide et surtout l'état de la législation française, vous avez le guide pratique à l'usage du lanceur d'alerte français, où vous trouvez les erreurs à ne pas commettre, potentiellement la démarche à suivre pour ne pas vous mettre en danger, un tableau de la législation française, la jurisprudence de la Cour européenne et la jurisprudence française favorable aux lanceurs d'alerte. Ça, c'est en fait c'est un outil très précieux quand on se trouve en grande difficulté avant de se mettre en position de licenciement ou de subir un certain nombre de représailles. Pour aller très vite et pour faire un point d'actualité pour ouvrir effectivement cette soirée. Premièrement, les ONG Transparency International, Anticor et la Fondation Sciences Citoyennes, plus un directeur de recherche du CNRS qui est Marie-Angèle Hermite et 2 doctorants, ont coécrit en 2015 une proposition de loi globale pour la protection des lanceurs d'alerte en France qui a été portée, qui est toujours portée par le député Yann Gallu. Et cette proposition de loi globale a été déposée le 29 mars 2016. Voilà, donc c'est extrêmement récent. Elle reprend notamment la définition du Conseil de l'Europe, menace ou préjudice pour l'intérêt général, pour qu'est-ce que c'est que l'alerte, et elle s'appuie sur les meilleures pratiques que nous avons trouvées à la fois dans le monde et dans les grandes lois étrangères. Donc, elle s'appuie sur le fait de protéger en amont le lanceur d'alerte en sécurisant son emploi lorsqu'il se trouve en difficulté jusqu'à son procès, et en aval dans la réparation intégrale du préjudice sans plafond, c'est-à-dire s'il est licencié, il va être indemnisé, y compris les années de retraite perdues sans plafond. Voilà, c'est le principe, si vous voulez, c'est cela. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est
c'est un principe qui a été mis en œuvre, disons, notamment par la loi anglaise en 1998. Donc, en dehors de cette loi globale pour la protection des lanceurs d'alerte en France, vous avez la loi dite Sapin 2, la loi sur la transparence de la vie économique qui a été présentée par le ministre Michel Sapin le 30, donc le lendemain, et qui, à l'intérieur d'une loi sur comment mieux maîtriser la corruption, enfin comment mieux lutter sur la corruption notamment transnationale et internationale, à l'intérieur d'un corpus qui est sur la vie économique, a un volet de protection des lanceurs d'alerte qui pour le moment est minuscule, mais qui est quand même important, parce que c'est une chose que nous demandons, c'est la prise en charge, ce qu'accorde pour le moment cette loi, c'est la prise en charge des frais de procédure, la prise en charge financière par l'Agence nationale anticorruption des frais de procédure des lanceurs d'alerte, ce qui est très important parce que ça peut durer 10 ans et les gens peuvent en venir à vendre leur maison ou se trouver dans des situations désespérées. Voilà. Mais c'est la toute petite portion congrue qui est passée pour le moment, sauf que le ministre a en même temps, à la fois dans son discours et dans son dossier de presse, expliqué qu'il s'engageait à un statut protecteur de tous les lanceurs d'alerte, secteur public et privé, dans tous les domaines d'activité, au-delà donc de la corruption, avec le fait que cette agence orienterait, conseillerait et prendrait en charge les frais financiers et qu'il y aurait aussi une possibilité d'anonymat pour ceux qui seraient dans une situation de trop grande vulnérabilité ou de trop grand danger. Donc le ministre Michel Sapin a intégré une partie de notre proposition de loi dans son discours et dans sa déclaration politique, et c'est une extrêmement bonne nouvelle, sauf que ce n'est pas dans le texte, et qu'il s'est donc engagé à le faire entrer dans le projet de loi par amendement. Donc nous allons suivre, si vous voulez, bien évidemment, nous allons suivre pas par pas, parce que l'intérêt, c'est que la France, qui était très en retard, se trouverait dotée d'une des meilleures lois dans les standards mondiaux pour le moment, sinon de la meilleure loi, si une bonne partie de la proposition de loi Galu passait. Voilà. Donc, pour revenir très rapidement en arrière, le débat sur l'alerte éthique et la protection whistleblowing ou la protection des lanceurs d'alerte ou whistleblowers, c'est un débat qui agite la société civile et les parlements depuis 50 ans dans le monde, 25 ans en Europe, 8 ans, en étant aimable, en France. Donc c'est vrai que la France a eu un retard considérable dans l'approche de la thématique, etc., si vous voulez. Alors, c'est important de voir que le concept de base, c'est l'intérêt général, mais le but, c'est la responsabilisation. La responsabilité professionnelle et la responsabilité citoyenne. Alors, je vais vous donner quelques définitions parce qu'on voit la progression des définitions, et ça, c'est intéressant. Transparency International, en 2009, on peut remonter jusqu'en 1974, mais Transparency International, en 2009, dit « Tout employé qui signale un fait illégal, illicite ou dangereux pour autrui, touchant à l'intérêt général, aux instances ou personnes ayant le pouvoir d'y mettre fin ». Et ça, c'est un peu le concentré d'une longue liste énumérative depuis 50 ans qui a dit, dès le départ, on a violation de la loi, atteinte à la santé, la sécurité et l'environnement. Après, on ajoute mauvaise gestion, dilapidation des fonds publics. Chaque loi, vous allez avoir, selon les lois dans le monde depuis les années 70, vous allez avoir de 9 à 15 ou 20 signalements protégés. Voilà. Donc, Transparency fait déjà un résumé, qui est toujours une liste, illégal, illicite ou dangereux, touchant à l'intérêt général. Le Conseil de l'Europe, en 2014, qui adopte donc tout un corpus très technique, si on veut, mais adopte enfin une définition ouverte que j'ai donnée, c'est menace ou préjudice pour l'intérêt général, dans le contexte de la relation de travail, dans le secteur public ou dans le secteur privé, passé ou présente, et c'est très très étendu parce que les contractants, les fournisseurs, les stagiaires, les bénévoles, enfin le contexte est très très large. L'ONU, en 2015, donc vous voyez la progression, l'ONU en 2015, le rapporteur spécial en fait donne la définition large qui est menace ou préjudice, vous voyez d'où ça vient, pour l'intérêt général. Et il ajoute
tels que violation du droit interne ou international, abus d'autorité, gaspillage, fraude ou atteinte à l'environnement, la santé publique ou la sécurité publique. Et là, nous allons effectivement vers un retour en arrière et quelque chose d'extrêmement inquiétant, c'est la directive pour le secret des affaires, qui est actuellement au Parlement européen et qui doit être votée le 13 avril 2016, parce que la directive sur le secret des affaires, avec une définition très large du secret des affaires, fait une exception pour le lanceur d'alerte, mais qui est définie comme la personne qui révèle une faute, une malversation ou une activité illégale. Donc on est strictement dans la violation de la loi, c'est tout. Tout le reste disparaît. Et encore, c'est à condition que le défendeur ait agi pour protéger l'intérêt public général. Autrement dit, il va falloir prouver que vous avez agi dans l'intérêt général, en conditions préalables. Et tout ceci est contraire aux standards internationaux. Mais il faut voir que si cette directive passe en avril 2016, elle va détruire une grande partie de ce droit d'alerte qui est né dans la douleur, les crimes, les scandales et les stratégies dans les 50 dernières années. C'est donc quelque chose qui me semble extrêmement grave. Alors, je ne veux pas vous noyer dans des problèmes techniques, mais il y a quand même eu un travail effectivement juridique et conceptuel depuis un certain temps qui s'est aussi concrétisé dans la jurisprudence de la Cour européenne. La jurisprudence de la Cour européenne est favorable aux lanceurs d'alerte à partir du moment où il y a 6 critères précis. C'est l'intérêt public du signalement, c'est ça la base toujours, qui peut prévaloir sur une obligation de confidentialité. Autrement dit, tous les secrets. L'intérêt public prévaut. Deuxièmement, l'authenticité de l'information divulguée. Troisièmement, le poids respectif du dommage causé à l'employeur. Quatrièmement, la motivation de l'employé qui doit être désintéressée. La lourdeur, enfin les représailles subies par le lanceur d'alerte. Et c'est une chose importante puisque nous allons parler des canaux. Il y a aussi l'existence d'autres canaux de signalement, sachant que les médias doivent être saisis en dernier ressort. La Cour européenne regarde toujours s'il y avait un moyen, s'il y avait un canal interne, s'il y avait le procureur de la République, des autorités judiciaires ou administratives, que vous avez ou non saisi, pourquoi. Et en dernier ressort, la presse, sauf si ces moyens n'existent pas, si les régulateurs n'ont pas fait leur travail ou si le danger est grave et imminent. Donc, c'est un cadre que pratiquement tous les pays ont adopté, si vous voulez, ce cadre-là. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment une avancée de ce qu'on pourrait appeler effectivement dans une avancée en termes de démocratie et de la prise de conscience de ce que signifie effectivement l'alerte en démocratie quant au droit de savoir, à l'obligation de rendre des comptes et à la gouvernance démocratique. Mais vous avez dans cette recommandation du Comité des ministres une phrase tout à fait intéressante. Il est dans l'intérêt général de prévenir et de punir de tels actes, les actes illicites signalés, enfin répréhensibles, pas illicites, répréhensibles signalés. Par conséquent, l'alerte n'est plus considérée comme un manquement à la loyauté, mais comme une responsabilité démocratique. Donc, j'insiste un peu là-dessus. Et on verra peut-être un peu plus tard la problématique du secret ou des services de renseignement et de sécurité, parce que là, on entre dans c'est évidemment l'angle mort du droit d'alerte ou l'angle le plus difficile à légiférer, même si tous les pays s'y sont essayés. Et il y a quelque chose qui est né, en fait, du mouvement de la société civile et des ONG. Il y a les principes mondiaux sur la sécurité nationale et le droit à l'information, qui sont les principes de Tchwan, qui est une ville d'Afrique du Sud. Et ces principes ont été publiés en 2013. Ils ont été rédigés par 22 organisations et centres de recherche qui ont consulté plus de 500 experts à l'occasion de 14 réunions dans le monde,
avec l'aide d'une fondation qui s'appelle Open Society Justice Initiative. Et là, vous avez 4 conditions. Autrement dit, quand est-ce que vous pouvez divulguer des informations tout en appartenant aux services de renseignement et à la sécurité nationale? L'information concerne les actes répréhensibles d'un gouvernement ou d'entreprise travaillant avec l'État, première condition. Deuxièmement, la personne a tenté en vain de signaler cet acte répréhensible, ou bien il n'existe pas d'organisme susceptible d'enquêter avec efficacité, ou bien il y a un risque significatif de destruction de preuves ou un risque significatif de représailles. Troisièmement, la révélation d'informations s'est limitée aux informations raisonnablement nécessaires pour exposer l'acte répréhensible. Et quatrièmement, le lanceur d'alerte avait des motifs raisonnables de penser que la révélation était plus bénéfique que dommageable à l'intérêt général. Voilà. Et même si ces 4 facteurs ne sont pas réunis, le lanceur d'alerte ne doit pas être sanctionné tant que l'intérêt général de révéler ces informations est supérieur à l'intérêt général de les garder secrètes. Voilà. Donc, ça paraît un peu technique, mais ça donne quand même, si vous voulez, un cadre général. Et je terminerai par 2 choses importantes, puisque nous abordons partiellement le secret. Les législations qui existent depuis, les lois globales qui existent depuis 1998 dans le monde, il y a 12 lois globales. Vous avez 60 législations, 60 pays qui ont adopté des législations de l'alerte, et vous avez 12 lois globales. Toutes ces lois ont une clause d'annulation de toutes les clauses de confidentialité contractuelle. Ça fait partie de la loi, c'est-à-dire que toute clause de confidentialité contractuelle est nulle et non avenue dans le cadre des signalements protégés qui sont d'abord répertoriés. La Nouvelle-Zélande a ajouté en 2000, et ensuite une dizaine de pays ont ajouté en 2000, l'immunité civile et pénale et l'immunité disciplinaire pour tous les signalements protégés. Voilà, je terminerai là pour un corpus un peu technique. Vous m'excuserez de cette technicité. Merci beaucoup. Merci. C'est, je pense, utile dans un débat d'avoir ces bases de discussion, hein, même si elles sont effectivement assez techniques. On pourra y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre propos. En tout cas, on voit qu'un des nœuds, pour ainsi dire, du problème est autour de ce concept de responsabilité, hein, et de son périmètre, et des tensions qu'il peut y avoir entre la responsabilité et la loyauté, ou entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Voilà. Et c'est aussi pour ça, dans les canaux, qu'on encourage le signalement d'abord en interne quand il est possible, parce que le problème, c'est de remédier au dysfonctionnement, de remédier, si vous voulez, de remédier dans une situation de dialogue et de responsabilité partagée. Alors, bon, je pense que sur cette question, Albert Roggien a un avis, en tout cas à proposer sur les voies, les priorités des voies de signalement, je suppose. Je vous laisse la parole. Merci. Je vais remercier Emmanuel Hirsch et la mairie de Paris et la mairie du 4e de cette invitation qui m'honore, et c'est vrai que je trouve que c'est un débat qui normalement s'ouvre en fait au lieu de se clore, et en particulier avec les textes qui doivent arriver en discussion, en France en tout cas. L'honnêteté et la fiabilité de l'information, qu'elle soit statistique, économique ou politique, sont aujourd'hui contestées de mille et une manières, à la fois par la création de chaînes Internet sur lesquelles des militants ou des YouTubers, comme on appelle, créent un lieu de débat alternatif, ou bien par le travail des journalistes qui s'organisent en pool pour enquêter sur l'évasion fiscale ou sur le trafic d'armes, ou par le dévoilement de ce qu'on appelle des éléments de langage, ou ce qu'on appelle le fact-checking, qui sont devenus des pratiques courantes du journalisme, même par le rappel de la censure qu'impose l'inféodation des médias aux intérêts de leurs propriétaires, par la divulgation de secrets ou de données confidentielles qui sont organisées par des collectifs comme Anonymous ou Wikileaks, ou par des personnes isolées et à découvert, comme Hervé Falciani, Stéphanie Gibault, Antoine Delcourt, Irène Frachon,
Olivier Thérondel ou Edgar Snowden, pour nommer les plus connus d'entre eux. En un sens très strict, c'est seulement dans ces derniers cas qu'on peut parler de lanceurs d'alerte. Le statut légal de ces personnes et les risques qu'elles prennent pour rendre publiques des informations sensibles ou interdites varient selon les pays. Mais l'acte que ces personnes commettent est toujours le même. Ça consiste à faire connaître une vérité en révélant un secret afin de dénoncer un abus, un mensonge ou un délit qui affecte ou dégrade la vie publique. Le geste des lanceurs d'alerte se distingue donc du travail des agents du fisc ou de l'inspection du travail ou de la police qui traquent des infractions. Aussi du travail des journalistes ou des professionnels, comme Véronique Vasseur par exemple, qui avait enquêté sur la vie en prison, qui expose un scandale au terme d'une enquête. C'est pas non plus le travail que font les ONG qui œuvrent pour mettre un terme aux atteintes à la liberté d'opinion, à l'exploitation au travail ou à l'environnement et à la biosphère à travers le monde. C'est pas non plus le travail des sociologues qui démontrent les effets néfastes de l'injustice, de l'inégalité ou de la domination. Et ce n'est même pas le travail de ces personnes qui livrent anonymement des documents compromettants à des médias qui se sont spécialisés dans leurs publications. Et vous en connaissez quelques-uns. Et ce travail des lanceurs d'alerte n'est pas non plus celui d'opposants à un gouvernement dans un régime démocratique, ni celui des dissidents ou de résistants clandestins dans un régime autoritaire. En fait, en décidant de révéler un secret, qu'il soit d'ordre public ou privé, dont ils sont personnellement dépositaires, les lanceurs d'alerte accomplissent ce qu'ils tiennent pour un devoir, et ce devoir, c'est de saisir leurs concitoyens de faits avérés afin d'obtenir la sanction d'une conduite illégale ou dangereuse, ou rétablir l'égalité de tous devant la loi. Dès lors qu'elle paraît dans l'espace public, cette révélation force donc à rouvrir 3 questions. Des questions pour tous. La première question, c'est est-ce que livrer toutes les informations au sujet de faits qui concernent la vie quotidienne des citoyens, et est-ce qu'en débattre collectivement et ouvertement est impensable? La deuxième question, c'est est-ce que le souci de l'efficacité oblige à laisser les citoyens dans l'ignorance de décisions politiques, diplomatiques, économiques, scientifiques ou techniques qui auront probablement des conséquences sur leur destin ou celui de la société dans laquelle ils vivent, voire celui de l'espèce humaine en son entier? Et la troisième question, qui a été un petit peu abordée, c'est est-ce que les avancées de la marchandisation et du droit de propriété n'étendent pas de façon indue et illégitime le domaine du secret, qu'il soit professionnel, industriel, sanitaire ou d'État? En un mot, chaque fois qu'un lanceur d'alerte révèle un secret qui implique l'intérêt général, il pose le problème de ce qu'il faut appeler la propriété sociale de l'information, c'est-à-dire qui a le droit de savoir quoi, à quel sujet. Cet acte n'est pas un acte de désobéissance civile qui consiste, la désobéissance civile, à refuser d'exécuter un ordre ou d'appliquer un texte réglementaire qui paraît injuste ou répugnant afin de le voir abrogé. Une chose qui apparente l'alerte à la désobéissance, c'est le doute que les pouvoirs bafoués ou certains citoyens offusqués jettent sur la légitimité dont se prévalent ces personnes qui dénoncent une atteinte à la justice, à la dignité et à l'égalité. De quel droit le font-ils? Dans Pourquoi désobéir en démocratie, Sandra Logier et moi, nous avons analysé les sources de cette légitimité pour ce qui concerne la désobéissance civile. Donc les observations que nous avons faites montrent que ces actes, les actes de désobéissance civile qu'on observe, sont non violents, qu'ils affirment la primauté du droit dans la résolution des conflits et qu'ils font entendre une revendication dont la légitimité est soumise au jugement public, puis à celui de la justice, et que ces jugements, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont pleinement respectés de façon pacifique. Et ce qui justifie la désobéissance civile est toujours une certaine idée de la liberté et de la justice, au nom de laquelle un accroissement des droits et des libertés du citoyen est exigé. Rien dans cette forme d'action politique, la désobéissance civile, ne semble donc saper les fondements de la démocratie. Et on a même pu dire au contraire que puisque ces actes donnent leur pleine force au principe de la démocratie,
et qu'il réactualise et revitalise même le rapport qui lie les citoyens à l'État. Voilà pourquoi nous avons conclu que loin de mettre en danger ou de détruire la démocratie, la désobéissance civile en est un des éléments constitutifs. On peut dire qu'il en va à peu près de même pour les lanceurs d'alerte. Comme les désobéissants, les lanceurs d'alerte sont des citoyens qui entendent exercer leur droit de regard sur ce que font ceux à qui ils ont confié la charge de les diriger. Et lorsqu'ils le font, ils doivent essuyer les critiques qui, de façon un peu malhonnête, réduisent leurs gestes à la tyrannie ou à la dictature de la transparence, ou ces critiques qui, de façon un peu plus perverse, contestent leur folle prétention à détenir seuls une vérité qu'il faudrait à tout prix révéler. Il ne manque jamais, en effet, de généraux tuteurs pour répéter qu'il est nécessaire de maintenir le secret de certaines opérations pour les voir aboutir, ou que la population n'est pas encore assez avisée pour comprendre toute la complexité du monde, ou que la prolifération et la rapidité de diffusion des données, dont on ne connaît ni la provenance ni la fiabilité, est un facteur de désinformation qui favorise le populisme. Ces voix bienveillantes prédisent que sans leur contrôle éclairé sur les informations qu'il est bon de diffuser, une ère d'obscurantisme, d'impuissance et de manipulation s'ouvrirait qui porterait une menace fatale pour la démocratie. On peut cependant douter de la pertinence de ce sombre pronostic. Jusqu'à preuve du contraire, le débat public fondé sur la présentation exhaustive de toutes les pièces d'un dossier est le meilleur antidote à l'irrationalité et à la morgue des dirigeants et des experts. Mais c'est exactement ce que ceux-ci peinent à admettre ou ne tolèrent surtout pas. Pour eux, les dirigeants et les experts, il existe deux régimes de transparence. L'un qui serait bon, parce qu'il les aide à remplir leurs tâches dans toutes les matières de fraude fiscale, de corruption ou d'abus de droits sociaux ou de sincérité des comptes d'une entreprise. L'autre, transparence, qui serait une mauvaise transparence, comme on parle de bon et de mauvais cholestérol, lorsqu'ils contestent le monopole de savoir que les décideurs s'arrogent. Cette distinction est tout à fait intenable entre la bonne et la mauvaise transparence. Mieux vaudrait se demander si ce n'est pas le refus de débattre qui engendre les dangers que le maintien du secret voudrait conjurer. Et c'est précisément ce qu'affirment ceux qui désobéissent ou ceux qui lancent des alertes. Tant que des décisions indignes, des lois injustes, des dispositions scélérates, des secrets révoltants, des censures insupportables ou des impunités intolérables existeront, il y a toute chance de penser que la désobéissance et l'alerte fleuriront. Doit-on pour autant décréter un droit au refus de se plier à la légalité ou à la révélation de secrets? Le faire serait en effet une chose très paradoxale, car dès lors qu'un droit est acquis, un droit à la désobéissance ou un droit à lancer des alertes, la désobéissance et l'alerte cessent d'exister puisque disparaît ce qui fait leur force, c'est-à-dire leur caractère brut, inattendu et transgressif. Et puis il serait peut-être un peu étrange d'autoriser le fait de ne pas respecter une obligation sans savoir de quelle obligation il s'agit, ni comment elle sera enfreinte. Ce que peut le droit en la matière, c'est consacrer la légitimité de l'acte de la personne qui se met en illégalité pour défendre le bien commun et lui venir en aide le plus complètement possible lorsqu'elle est en butte à l'opprobre. C'est à peu près ce que les lois essayent de faire actuellement de façon plus ou moins extensive. En particulier, le cas de venir en aide plus complètement, c'est couvrir l'ensemble des frais, c'est payer les salaires, c'est tenir la retraite, c'est tenir une personne jusqu'à la fin de sa vie éventuellement. Donc voilà, ça c'est ce que le droit pourrait faire, obliger l'État à subvenir à ses besoins. Mais si le droit en faisait plus, en permettant par exemple à la justice de statuer sur la valeur démocratique d'une désobéissance ou d'une alerte, la crainte d'un gouvernement des juges brisant la séparation des pouvoirs serait vite invoquée. Et c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est très souhaitable. Mais une chose est la protection de la loi, une autre, vaincre l'aversion que suscite toute insubordination. Il me semble que le droit sera toujours un peu impuissant à empêcher l'ostracisme et les mesures de rétorsion que doivent souffrir ceux qui bravent les règles de leur milieu et passent soudain pour des traîtres. Il faudra donc toujours beaucoup d'inconscience ou beaucoup d'abnégation aux personnes qui osent commettre des actes de désobéissance ou lancer des alertes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ?
pourrait peut-être instaurer une cérémonie officielle pour décerner une médaille, comme on décore les personnes qui ont commis un acte de bravoure exceptionnel. Ou bien on pourrait leur décerner la Légion d'honneur. Mais je doute un peu que les États démocratiques soient déjà prêts à faire ces gestes. Reste donc, pour nous, à défendre de façon obstinée l'idée selon laquelle la démocratie se grandit toujours lorsqu'elle favorise la vigilance des citoyens, même lorsque cette vigilance s'exerce de façon un peu sauvage. Or, cette idée reste assez difficile à faire admettre. Pourquoi ? On peut se le demander, mais c'est un mystère qu'il faut travailler à résoudre, et c'est en fait pour ma part ce que je vous propose de faire ce soir. Pour cette deuxième intervention qui nous permet d'avoir déjà des éléments de débat. On voit qu'il y a des désaccords, mais qui sont peut-être à délier et à préciser sur notamment le caractère protecteur de la loi sur la question des lanceurs d'alerte. Faut-il une protection, et si oui, jusqu'où ? Et si oui, qu'est-ce que ça enlève précisément du statut ou de l'acte de lancer une alerte, de cette vigilance citoyenne ? Donc là, on a une première tension. J'en ai repéré une deuxième, peut-être moins visible, sur le statut de ce qui est révélé. Pour vous, Monsieur Augiens, ce qui est révélé, c'est une forme de vérité qu'on ne veut pas dire, qui est gardée dans le secret par une entreprise, un État, et qu'il faudrait dévoiler. Et la question que je pose, c'est qui statue sur ce qu'est une vérité ? Parce que finalement, il y a beaucoup de débats sur ce qu'est une vérité, et il peut y en avoir plusieurs, incompatibles entre elles. Et dans ce cas-là, quelle légitimité pour celui qui la prononce ? Voilà. Alors, c'est pas du tout une défense de l'expertise que je fais là, mais c'est, il me semble, un nœud problématique. Je propose qu'on avance encore un peu, et puis ensuite on reviendra sur toutes ces questions. Donc William Bourdon, je vous laisse la parole pour 10 minutes. Oui, merci. Je vais partager avec vous l'expérience que j'ai tirée de la défense de lanceurs d'alerte, qui sont aussi des désobéissants. Je pense à Hervé Falciani, qui avait une liste comportant des dizaines de milliers de fraudeurs fiscaux européens, qui était à l'origine du scandale de SwissLeaks. Antoine Deltour, que je vais défendre dans quelques semaines devant le tribunal correctionnel de Luxembourg, jeune citoyen français, admirable, très timide, plein d'humilité, qui risque 5 ans de prison pour avoir révélé le tax rulings, vous savez, ce mécanisme d'optimisation fiscale qui, au Luxembourg, a permis au Luxembourg, après la crise de l'aciérie et du charbon, de siphonner entre 5 et 10% des ressources publiques des autres pays européens en toute impunité. Et puis évidemment Edward Snowden. Je suis l'avocat français avec lequel j'ai parlé il y a quelques jours et dont je serais heureux de vous donner des bonnes nouvelles. Il y a une première confusion qu'il faut essayer d'éviter. Le lanceur d'alerte ne viole pas la loi. Le lanceur d'alerte se met sous couvert de la loi. Le lanceur d'alerte se met à l'abri de la loi pour lancer l'alerte et donc éviter a priori des persécutions et des représailles. Les premiers mécanismes de protection de lanceurs d'alerte, c'est d'organiser des boucliers par rapport à l'employeur, qu'il soit privé ou public, face aux menaces de représailles, de vendetta, de vengeance. Parce que le citoyen privé ou agent public a révélé une information qui mettait en péril une institution ou une hiérarchie. Le désobéissant, c'est pas un lanceur d'alerte. Le désobéissant, il viole la loi, avec plus ou moins de préméditation, de fierté, même si de facto le désobéissant peut être perçu comme un lanceur d'alerte, parce qu'en désobéissant, il donne l'alerte. Donc, lanceur d'alerte, désobéissant, et puis le lanceur d'alerte qui, à force de s'épuiser de lancer l'alerte dans le désert et dans l'obscurité, eh bien se transforme comme une mutation et passe au statut de désobéissant. Donc on peut être tour à tour lanceur d'alerte ou désobéissant. Alors évidemment, il faut essayer de s'interroger sur pourquoi on est ici aujourd'hui à parler de lanceur d'alerte, qui était une figure qui était extrêmement discrète dans le débat public il y a 10 ou 15 ans, en France ou ailleurs. Donc c'est un phénomène nouveau.
On n'est pas d'ailleurs dans les divergences. Moi, j'adore les divergences. Je suis un fan de la divergence et du désaccord. Mais là, on n'est pas dans le désaccord, monsieur Hirsch. On est dans le tâtonnement. On est dans l'hésitation, l'oscillation. Parce que tout est en train de s'écrire sous nos yeux, la loi française, la loi européenne et la loi internationale. On est au prologue d'une protection moderne, d'une nouvelle catégorie de citoyens. La figure du désobéissant, elle existe depuis que l'humanité existe. Cicéron, Saint-Augustin ont parlé des désobéissants comme des citoyens indispensables pour faire vivre la démocratie ou l'idée, la figure qu'ils se faisaient de la démocratie. Et ils ont été prolongés par d'autres figures, je pense notamment à Bernanos, qui explique qu'il n'y a pas de peuple libre sans d'indiscipliné, c'est-à-dire que l'indiscipline est au cœur, est un des carburants qui fait vivre une société moderne, une société en mouvement. Et quand Cicéron évoque la figure du désobéissant, il évoque une première figure qui va traverser toute l'histoire de l'humanité, qui est cette première idée qu'un agent de l'État, quel que soit l'État, est dans le droit, sinon le devoir, de désobéir si on lui demande de commettre l'infamie. C'est le soldat c'est la figure moderne de ce devoir de désobéissance, c'est l'obligation de résister à l'exécution d'un ordre qui vous oblige à commettre la barbarie, c'est-à-dire un crime contre l'humanité. C'est le moyen qui est opposé à Maurice Papon quand il était devant la Cour de cassation et qu'il a essayé d'organiser son impunité en disant « je n'ai fait qu'obéir à la loi » en envoyant des enfants dans les flammes d'Auschwitz ou d'ailleurs. Donc la figure de désobéissant, elle va traverser tout le XXe siècle. Elle va traverser le XXe siècle, mais essentiellement dans une représentation collective. La désobéissance du XXe siècle, c'est une désobéissance collective. C'est la désobéissance de Gandhi, c'est la désobéissance de Martin Luther King, qui explique que c'est évidemment un devoir d'obéir à des lois justes, mais c'est aussi un devoir de désobéir à des lois injustes. Et donc, à l'aune de l'ouverture du XXIe siècle, tout d'un coup va faire irruption une nouvelle figure de citoyen, d'hyper-citoyen, le lanceur d'alerte. C'est ça qui est très nouveau et c'est ça qu'il faut essayer d'explorer. Et qu'est-ce qui est le sous-jacent de mon point de vue? C'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce petit livre auquel vous avez eu la gentillesse, Nicole-Marie Meyer, de faire référence de façon agréable il y a quelques instants. Quel est ce sous-jacent? Le sous-jacent du lanceur d'alerte, qui devient parfois désobéissant, c'est une double conscience, une double perception. La première perception, c'est l'idée que ceux qui sont en responsabilité, que ce soit des responsables privés, les grandes entreprises, ou des responsables publics, défaillent et font faillite dans leur obligation et dans leur mandat et dans leur promesse de respecter l'intérêt général. Et face à ce sentiment d'une défaillance, d'une impuissance, d'un discrédit même, l'entre-soi et tout le poison qu'il génère, tous les populismes de droite comme de gauche, il y a une deuxième perception, c'est que l'humanité est en danger. L'économie réelle est en danger face à la planète finance, nos libertés sont en danger face à une société de surveillance, et l'humanité qu'on doit léguer à nos petits-enfants est en danger face à l'effet de serre, la menace climatique et les menaces sur la biodiversité. Et au moment même où ceux qui sont le plus dans l'obligation de créer des protections et de nous protéger face aux grandes menaces à l'intérêt général, c'est le moment précisément où ils font de plus en plus faillite, alors que l'intérêt général est de plus en plus menacé. Et donc ça crée un sentiment très nouveau, qui a toujours existé de façon empirique, mais qui aujourd'hui se mutualise, se sédimente, c'est le sentiment d'une co-responsabilité mutualisée entre les citoyens. C'est-à-dire que chaque citoyen, quand il donne l'alerte, porte un fragment de la défense de l'intérêt général qui est meurtri par ces menaces et par la défaillance de ceux qui sont en responsabilité. Snowden le fait, il rabat toutes les cartes de sa vie. Il est agent d'une succursale de la CIA parce qu'il considère qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, eh bien, on mutile un des droits de l'homme les plus célébrés, les plus modernes, c'est-à-dire l'intimité de la vie privée, et ce qu'en est la conséquence, la liberté d'expression. Falciani, il va livrer les listes
aux autorités judiciaires françaises, parce qu'il voit qu'il est devenu l'agent d'un énorme système d'évasion fiscale de la HSBC, dont on voit bien que chaque fois qu'on prend l'aéroport, dans les passerelles à Roissy ou ailleurs, elle nous chante qu'elle promet un futur formidable et délicieux à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc c'est aussi cette duplicité, ce grand écart, cette schizophrénie qui est dénoncée par les lanceurs d'alerte. Alors évidemment, ce que vous évoquiez, je ne vais pas être trop long, c'est qui met le curseur? Qui met la limite? La limite, elle est d'abord posée par la loi. C'est la loi qui organise le bouclier pour les lanceurs d'alerte et qui fait que dans une entreprise, dans une administration, quelqu'un qui lance l'alerte, et on a évoqué tout à fait à juste titre le fait que l'alerte, de mon point de vue, c'est pas le cas encore en France, ça le sera un jour ou l'autre, ça va prendre du temps, mais ça le sera. L'alerte, elle doit dépasser le simple fait de révéler un crime ou un délit. Ça, c'est la loi du 6 septembre 2013. Ça, c'est trop étroit. Il faut évidemment que le citoyen soit protégé d'une représaille s'il dénonce une menace à l'intérêt général. Et ensuite, on peut gloser indéfiniment sur menace grave ou pas, etc. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la loi qui va être votée dans quelques semaines par le Parlement français est suffisante? Non, elle ne le sera pas, parce que je défends un certain nombre de personnes, des banques, qui ont donné l'alerte et qui, en allant voir leur DRH ou leur directeur juridique, en fait, se sont jetés dans la gueule du loup. Ils ont donné l'alerte, mais c'était le loup qui a accueilli l'alerte. Et ils ont été licenciés comme des malpropres. Parce que le pauvre DRH, évidemment, qu'il a organisé le licenciement, puisqu'il a vu qu'en donnant l'alerte, c'était susceptible de mettre en cause la réputation et l'image éthique du principal actionnaire de référence de l'entreprise, voire d'un ou l'autre des administrateurs de la société. Donc, il faudra un jour ou l'autre, pour les citoyens qui donnent l'alerte, un système de référé urgent pour bloquer le licenciement. C'est ce qui est le cas en Angleterre. C'est le cas en Angleterre. En Angleterre, les gens qui donnent l'alerte peuvent saisir un juge qui, en l'espace de 10-15 jours, paralyse les effets de la représaille organisée par la hiérarchie publique ou privée. C'est évidemment essentiel. Et c'est ce qui explique qu'en 2012 et 2013, il y a eu une augmentation de 77% des lanceurs d'alerte dans les secteurs financiers et que tous 4 scandales financiers sur 5 en Europe, essentiellement en Angleterre, la City évidemment, qui est le carburant à la fois de l'argent sale et de l'alerte, eh bien 4 scandales financiers sur 5 ont été le résultat des lanceurs d'alerte. Scandale du Libor, scandale de la manipulation sur les taux de devise, sur le prix des matières premières, tout ça n'aurait pas été possible sans les lanceurs d'alerte. Donc la protection, elle est en train de s'écrire sous nos yeux, avec un élément absolument essentiel. Il y a 2 éléments essentiels qui font qu'un lanceur d'alerte est protégé. Pas par la loi, mais protégé parce qu'il y a un nombre considérable de citoyens qui vont s'identifier à lui. Et donc, face à des juges, face à des persécuteurs, il peut gagner la bataille d'opinion. Et pour gagner une bataille d'opinion, il faut accéder à l'universalité. Plus on accède à l'universalité, plus on gagne la bataille d'opinion. Plus le lanceur d'alerte est boursouflé par son narcissisme, plus il provoque des attitudes répulsives. Antoine Deltour, que je défends devant le tribunal correctionnel de Luxembourg, a un accès à l'universalité parce qu'il est d'une totale humilité. Donc, il ne suscite aucune espèce de mouvement de rétractation ou d'antipathie. Edward Snowden, que j'ai rencontré, est un type d'une gentillesse, d'une douceur, d'une simplicité extrême. Il serait plein de lui-même et bouffi, mais il n'aurait pas du tout le succès qu'il a eu. Donc, c'est évidemment un critère absolument essentiel, le désintéressement. Le désintéressement qui recoupe, sans complètement se confondre avec une autre notion qui s'appelle la bonne foi. Si on est désintéressé, c'est qu'on est de bonne foi. Mais on peut être de bonne foi et pas être complètement désintéressé. C'est une figure possible. Donc, on voit bien qu'on est dans un moment décisif. Il va y avoir des lanceurs d'alerte qui vont continuer à être gravement persécutés parce que la loi, ici ou là, en France ou ailleurs, ne sera pas suffisamment protectrice. Je vais défendre Antoine Deltour et regarder comment Antoine Deltour est une figure absolument duel. Il a reçu il y a quelques semaines de députés européens, de droite et de gauche confondus.
le prix du citoyen de l'Europe. Donc l'Europe, les parlementaires européens le célèbrent comme le citoyen qui mérite toutes les palmes et tous les lauriers de la citoyenneté européenne. Et il va être condamné par un juge européen. C'est cette dualité qu'il faut réduire. C'est ce grand écart qui va se réduire. Ça va être long, il va falloir des décennies et des décennies, mais ça va être compliqué. Il y a deux ennemis, je termine là-dessus. Il y a deux ennemis de lanceurs d'alerte. Premier ennemi, c'est le terrorisme. La menace terroriste est le pire ennemi des lanceurs d'alerte. On le voit, c'est un débat qui va avoir lieu à 20h. L'état d'urgence, la restriction des libertés publiques sont les pires ennemis des lanceurs d'alerte. Parce qu'ils les démonétisent, parce qu'ils les ridiculisent, et parce qu'ils rendent leur action, ils vont rendre leur action de plus en plus difficile et compliquée. Vous imaginez un agent à Levallois des services secrets français capable dans les prochaines semaines d'expliquer que le petit frère de Salah Abdeslam a été torturé parce qu'il avait les moyens d'obtenir les informations sur le fait qu'il allait se faire sauter à côté de l'hôtel de ville? Vous pensez que ce lanceur d'alerte aura des chances d'exister publiquement et politiquement en France? Il n'a aucune chance d'exister. Le terrorisme, c'est aussi quelque chose qui dévalue, démonétise tous les autres grands combats, la lutte contre la corruption, la lutte pour l'intégrité de l'État, ça déhiérarchise toute la politique publique et toute une série d'engagements politiques. Et puis le deuxième ennemi des lanceurs d'alerte, c'est le réveil de la planète finance. Vous pensez que les grands oligarques financiers vont se laisser faire? L'Europe est en train d'essayer d'imposer, l'Union européenne, la criminalisation de la violation du secret des affaires, comme si c'était indispensable de criminaliser la violation du secret des affaires. Et si la France accepte l'injonction de ce qui est exigé par un certain nombre de lobbies à Bruxelles, on va aboutir à une espèce d'énorme carambolage, cette loi qu'on vient d'évoquer, la protection des lanceurs d'alerte, et ensuite on va criminaliser ceux qui violent le secret des affaires. On voit évidemment que les contradictions, les antagonismes sont très lourds, très violents, parfois très brutaux. Voilà, aujourd'hui on évoque ensemble collectivement ce qui est juste une introduction de l'histoire des lanceurs d'alerte au XXIe siècle. Vous voulez réagir peut-être à cette intervention? Merci beaucoup pour ce, pardon, je ne devrais pas le dire, mais ce remarquable exposé. Alors, je voulais réagir tout de suite sur un point précis. Justement, comme je vous avais dit, le gros problème, c'est effectivement que la majorité des gens qui ont lancé des alertes se sont retrouvés licenciés, ont eu 10 années de procédure et ont versé dans la déchéance sociale. C'est vrai dans le monde, c'est vrai en France aussi. Et pour être éventuellement partiellement indemnisés au terme de 10 ans ou de 15 ans, et que ceux qui ont retrouvé un emploi sont généralement réemployés après quelques années aux minima sociaux, etc., à 40% ou 30% du salaire d'origine. Donc je veux dire, ça a un côté pitoyable de le dire comme ça, mais c'est quand même un gros souci, parce que si les personnes qui portent à la fois l'intégrité du service public, l'intégrité en général, ou bien l'intérêt général se retrouvent au banc de la société, ça peut vous paraître vu par le petit bout de la lorgnette, mais enfin, je dirais que ni la société, ni personne n'en bénéficie. Donc c'est vrai qu'on a été très conscient de cet aspect complètement dramatique, et c'est pour ça qu'on a effectivement... Alors, comme on sait que les Anglais ont expérimenté depuis 1998 et les 10 autres lois globales ont expérimenté ce mécanisme que vous pouvez sous 7 jours ou sous 20 jours, ça dépend, vous saisissez le juge et il vous maintient dans votre emploi jusqu'au procès éventuel si vous êtes en procès. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'effectivement, on a mis en place un référé conservatoire d'emploi qui est fondamental. Mais vous avez des pays qui ont même inventé une possibilité de saisir le juge dès que vous faites un signalement pour bénéficier d'un statut protecteur avant même de saisir des représailles si vous pensez qu'elles vont venir. Voilà. Mais jusqu'à présent, vous pouvez faire un référé conservatoire d'emploi si vous êtes en procédure de danger, représailles ou licenciement. Et d'autre part, effectivement, la réintégration obligatoire sur un emploi. Et ça, pour le moment, la loi ne le dit pas chez nous. Mais la réintégration, je veux dire, un agent public qui est licencié parce qu'il a été intègre et qui ensuite verse dans la déchéance sociale, en France, c'est complètement scandaleux, si vous voulez.
Donc la réintégration obligatoire, que ce soit dans la fonction publique ou que ce soit dans l'entreprise privée, ou le dédommagement intégral si c'est tout à fait impossible. Mais donc la loi Galu, celle que nous avons effectivement coécrit avec Galu, est là ces mécanismes à l'intérieur. Voilà. Et pour finir sur l'intérêt général, parce que je sais que l'intérêt général était une question qui a été posée à laquelle je n'ai pas répondu. Le Conseil de l'Europe a décidé, l'intérêt général est défini de façon différente selon les pays. Et c'est vrai qu'il y a un intérêt général anglo-saxon qui est un peu l'addition de tous les intérêts particuliers, et il y a un intérêt général français qui est plus souverainiste et qui surplombe les intérêts particuliers. Et le Conseil d'État en France a écrit en 1999 tout un corpus sur ce qu'est l'intérêt général. Donc pour nous, ça peut marcher parce que nous avons une référence précise. Le Conseil de l'Europe a décidé qu'il n'allait pas donner une définition de l'intérêt général et qu'il laissait aux différentes nations la possibilité d'eux. Mais pour achever sur le côté novateur du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe a fait le 23 juillet 2015 une résolution qui demande une convention multilatérale pour les États européens, contraignante pour un statut du lanceur d'alerte, qui demande à tout État européen d'accueillir dans son pays tout lanceur d'alerte persécuté dans son pays, qui demande aux États-Unis de réintégrer Snowden sans procès pénal. Donc je vous le signale, et qui demande que la protection, le statut protecteur du lanceur d'alerte européen soit étendu au personnel des services de renseignement et de sûreté nationale. Donc ça, c'est voté par l'ensemble, je veux dire, peut-être que certains partis étaient en vacances, mais tout de même, ça a été voté par l'ensemble de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et c'est la résolution la plus progressiste qui a été votée dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Donc je voulais le signaler. Passer aux questions, si vous voulez bien, ou aux remarques. Robin, je te laisse... Bonsoir, merci beaucoup. C'était très intéressant ce que vous avez dit tous les trois. Moi, j'ai une question pour Maître Bourdon. J'avoue avoir oublié le deuxième ennemi. Vous parliez du terrorisme, le premier. J'ai oublié le deuxième ennemi du lanceur d'alerte selon votre expérience et vos réflexions intellectuelles sur le sujet. J'ai une remarque à faire sur l'ennemi, le terrorisme. Je vous signale que j'ai un confrère psychiatre new-yorkais qui, avec d'autres, et notamment, a dénoncé l'action de l'association des psychologues américains et de psychologues américains qui ont aidé la torture de la CIA. Et ça, c'est relativement récent. C'est un scandale de l'année dernière, 2015. Donc, ça veut dire il y a aussi les gens qui se battent contre Guantanamo, notamment le docteur David Nicholl, qui est un neurologue irlandais, qui a décidé que, comme en Irlande, son pays a été vraiment dans une situation où les Irlandais étaient comme les musulmans, etc., en Grande-Bretagne. Parce qu'on l'a oublié, mais il y a eu un moment où les Irlandais étaient accusés de venir semer le terrorisme. Il y avait des actions terroristes d'une minorité d'Irlandais, etc., etc. Donc, moi, vous pouvez considérer que ce sont des anecdotes, mais des anecdotes quand même importantes. Finalement, quand il y a une volonté assez importante et que culturellement ça passe bien, moi, ce que je crois être l'ennemi personnellement des lanceurs d'alerte, c'est quand il y a une complicité consciente ou inconsciente. Et que finalement, tout le petit fraudeur fiscal ou qui a envie d'être fraudeur fiscal, finalement, il n'a pas tellement envie que ce soit condamné. Et Irène Frachon, c'est une héroïne, certes, mais malheureusement, ça devrait être très clair parce que l'Italie avait des années avant arrêté la commercialisation du Benfluorex, du Mediator. Mais si vous regardez sur Twitter, vous avez des gens comme Doc Ducèze, etc., qui en ont prescrit, qui sont sans doute un peu complices et qui racontent que c'est une folle, que c'est... avec un euphémisme, en disant que oui, sa vie s'est consacrée contre le Mediator, donc elle est paranoïaque, etc., etc. Et c'est quelque chose de très triste, donc je ne suis pas d'accord, mais heureusement que vous aimez débattre. Je vais vous répondre.
Donc, le premier ennemi terrorisme, deuxième ennemi, c'est l'autonomie prise par les grands acteurs financiers par rapport à ceux qui devraient être en souveraineté par rapport à eux, c'est-à-dire les acteurs publics. Les acteurs publics ont perdu de la souveraineté par rapport à ce qui est communément appelé la planète finance. Donc c'est cette indépendance prise. Voilà. Mais au-delà de tout ça, je rebondis sur ce que vous avez dit. Les lanceurs d'alerte sont à la fois le symptôme et en même temps un remède, le symptôme et un remède d'une grave crise de nos démocraties. Ce qui est en jeu, c'est la crise de la représentativité, c'est la crise de la légitimité des acteurs publics. Et derrière tout ça, mais le sujet ne s'épuise pas en disant ça, bien sûr, je vous vois essayer de me contredire avec la tête, mais vous avez raison, vous m'encouragez à continuer. Mais c'est pas simplement une crise de la représentativité. Ce qui est en jeu, c'est le fait que c'est l'ambivalence des citoyens. Voilà. C'est-à-dire que les citoyens sont aujourd'hui ambivalents. Il y a à la fois une partie d'eux qui les pousse vers des attitudes de révolte, de réactivité, de dénonciation et de révélation. Et puis il y a une autre partie qui les pousse à une forme de résignation, voire parfois de cynisme, ou en tous les cas d'acceptation du système tel qu'il est, parce qu'ils ont perdu toute espérance dans la probabilité et dans le fait que le système pourra lui-même se rénover et changer. Donc c'est cet écartèlement-là qui explique que le même lanceur d'alerte peut être à la fois célébré, sanctifié, déifié par une partie des citoyens et par l'autre partie des citoyens peut être considéré comme un criminel, un hors-la-loi, un malandrin. Et le fil rouge, vous savez, juste une anecdote en 10 secondes. Le premier lanceur d'alerte qui a lancé l'alerte aux États-Unis il y a 30 ans, qu'est-ce qu'on lui a opposé? La même chose qu'aujourd'hui. Le secret professionnel, tous les secrets. Et ce qui est en contrepoint de la bataille pour les lanceurs d'alerte, c'est le fait que ceux qui ont le plus à craindre de devoir rendre des comptes, les grands acteurs financiers, les grands acteurs publics, sont obsédés d'organiser leur irresponsabilité juridique. Et le moyen d'organiser leur irresponsabilité juridique, c'est quoi? C'est l'instrumentalisation des secrets. L'instrumentalisation des secrets, de tous les secrets, est le moyen d'organiser son impunité et la mise à l'abri du regard du juge comme du regard citoyen. Les deux regards se mettent à l'abri du regard du juge et du regard citoyen. Voilà, donc les lanceurs d'alerte, en fait, ils nous obligent, nous, à prendre de nouvelles responsabilités. C'est un encouragement pour tous les autres citoyens à prendre de nouvelles responsabilités et à endosser ce rôle de porte-parole avant-gardiste en responsabilité pour dénoncer toutes les irresponsabilités cachées. C'est vrai que le lanceur d'alerte émerge sur fond de creusement des inégalités, d'épuisement des ressources et de questionnement de l'exercice démocratique. Ça, c'est effectivement le fond macro, si vous voulez. Mais vous avez raison de dire quelque chose, et notamment pour la société française, mais pas seulement. Oui, le poids des corporatismes, le poids de la fatigue, mais aussi le poids d'une culture de l'omerta et une culture assez longtemps pas excessivement critique envers la corruption, par exemple. Autant chez nous, les lanceurs d'alerte sont venus de la science. Les lanceurs d'alerte sont scientifiques depuis 20 ans. C'est l'amiante, les éthers de glycol, etc. Je veux dire, chez nous, c'est venu par là, parce que les gens se sont sentis frappés dans leur chair et dans leur sang. Mais la corruption, l'évasion fiscale, la fraude fiscale, je ne dis pas que c'était un sport national, mais il y avait un niveau de tolérance assez élevé. Et c'est peut-être l'accumulation des crises et la crise financière, le fait que chacun a eu brusquement dans sa famille un neveu ou un petit-fils ou un cousin qui était au chômage, que brusquement les gens ont vu la liaison, le lien entre corruption, creusement des inégalités, pauvreté. Et je dirais qu'il y a eu un basculement, c'est assez sensible, on commence à avoir une idée différente. Et pour revenir sur le problème, un autre problème qui est le fait que le terrorisme est l'ennemi du lanceur d'alerte ou la guerre, moi je trouve il y a quelque chose de très intéressant. Les deux premiers textes en droit d'alerte, il faut remonter à la Révolution américaine et à la Révolution française. Et ça se passe en pleine guerre. Ça se passe dans la guerre d'indépendance. En 1778, aux États-Unis, 10 marins d'un navire de guerre
écrivent au Congrès pour porter plainte contre leur commandant parce qu'il a commis des cas de torture sur des officiers anglais et parce qu'il le juge, parce qu'il a désobéi des ordres du Congrès et parce qu'il le juge indigne d'être commandant. Le Congrès fait une enquête. Pendant ce temps, ils sont passés en cour martiale parce que le commandant les a évidemment instrumentalisé les deux chefs, les a dégradés, les a révoqués. Bon. Le Congrès fait une enquête, donne raison aux marins, intente un procès, révoque le commandant, intente un procès, prend en charge les frais de justice des marins, leur donne un grand avocat, les fait gagner, les rétablit dans leurs droits, les révoque, et le Congrès édite, que je ne me trompe pas, et le Congrès édite quelque chose qui est, c'est le devoir de tout agent public, comme de tout citoyen, de signaler immédiatement au Congrès ou à toute autorité toute inconduite, fraude ou délit commis par un agent public. 1778. Hein. Et nous, en 1789, Révolution. Vous voyez, on est dans les mêmes temps. Hein. Je veux dire, nous avons l'article 15 avec la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Pratiquement en même temps. Et la Suède, pratiquement en même temps, en 1976, fait la première grande loi sur la liberté d'information. Donc c'est pour dire que la guerre ou le terrorisme ne sont pas nécessairement antagonistes, mais ennemis, oui. Merci pour ces précisions. Il y a 2 interventions. Oui, j'ai une question. Si on se reporte aux années 60, il y a eu l'enquête sur Nixon, il y a eu la dénonciation de la torture en Algérie, et finalement, 50 ans après, j'ai du mal à comprendre ce qu'il y a de nouveau, à part le fait que juridiquement, on protège un lanceur d'alerte. En quoi, je reviens sur votre intervention, en quoi la démocratie a-t-elle réduit sa capacité à identifier ces mots? Est-ce que ça veut dire que les journalistes, les avocats, les corps intermédiaires sont plus incapables aujourd'hui qu'il y a qu'avant? Vous avez évoqué une crise de la démocratie, mais j'ai du mal à comprendre en quoi ces corps intermédiaires sont plus faibles aujourd'hui qu'avant. Bon, la crise de la démocratie, c'est difficile de la nier, quand même. Tous les sondages, tous les indicateurs le montrent. Il y a une crise de légitimité, de crédit, de la parole et de l'action publique. Ce n'est pas simplement en France, c'est dans toute l'Europe. Je ne vais pas évoquer la montée en puissance des mouvements populistes, de l'extrême droite, de la menace que Marine Le Pen pourrait être au premier tour en tête. Donc tout ça ne caractérise pas quand même un grand moment de confiance et de crédit dans la parole et la politique publique. Il y a deuxième chose qui a alimenté cette perte de confiance, c'est le sentiment qu'en France, depuis des années, ceux qui sont en responsabilité quand ils sont à l'origine d'un certain nombre de turpitudes, sont protégés. Une espèce de culture de l'entre-soi qui a alimenté les propos les plus démagogiques et parfois les plus fielleux, les plus empoisonnants et empoisonnés pour la démocratie. Souvenez-vous quand même tous les grands scandales de santé publique depuis 20-30 ans, cette exaspération des victimes avec le sentiment que ceux qui devaient rendre des comptes, finalement, n'en rendent jamais. Et en contrepoint de la révélation des scandales, ce qui est quand même le signe d'une certaine vitalité démocratique, c'est l'importance prise par ceux qui ont l'obligation de révéler les informations qui mettent en danger les responsables, les journalistes. En France, les journalistes, globalement, depuis un certain nombre de décades, ont fait leur travail et ont été le contre-pouvoir nécessaire par rapport à ceux qui étaient dans une culture de l'impunité. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'avant, un citoyen qui, au sein d'une entreprise, donnait l'alerte sur la corruption, sur un scandale environnemental, sur un scandale de santé publique, était jeté à la porte de l'entreprise sans l'ombre d'une protection. Et on considérait que l'obligation qui était la sienne de loyauté par rapport à l'employeur était une obligation absolument religieuse qui prévalait sur toutes les obligations de loyauté.
Or, aujourd'hui, ce qui est venu compenser, pondérer et parfois s'opposer à cette obligation de loyauté à sa hiérarchie, à son administration, c'est une autre obligation de loyauté, madame. C'est une obligation de loyauté par rapport à une exigence citoyenne de défendre l'intérêt général. La loi du 22 novembre 2007, pour la première fois, lit dans le marbre de la loi française, un citoyen qui révèle des faits de corruption au sein de son entreprise est protégé contre un licenciement. Le licenciement est nul si la preuve est faite que son employeur l'a foutu dehors parce qu'il avait révélé une opération de blanchiment au sein de la banque. Ça, c'est absolument nouveau. C'est un premier pas. Et ensuite, on va pas rentrer dans le détail là, mais il y a eu toute une série de lois, il faudrait d'ailleurs harmoniser tout ça, et qui ont étendu ce mécanisme de protection à la révélation d'une information relative à la santé publique, dans la foulée d'Irène Frachon, etc., etc., etc. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avant de vous quitter, parce que malheureusement j'ai un autre rendez-vous où je dois filer, on en est au tâtonnement. Le Conseil de l'Europe a émis toute une série de recommandations. En Allemagne, on se pose la question de modifier la loi. En Suisse, il y a des projets qui sont sur la table. En contrepoint de ce mouvement de protection des lanceurs d'alerte, il y a une exigence citoyenne de faire en sorte que ceux qui sont en responsabilité n'organisent pas leur irresponsabilité et de faire en sorte que ceux qui ont le mandat de protéger l'intérêt général ne protègent pas leur intérêt privé. Voilà, c'est ça qui est en jeu, c'est la grande question politique et philosophique aujourd'hui qui se pose et qui traverse le monde entier. Merci beaucoup. Alors, on va prendre encore une question, puis Albert Augien pourra peut-être répondre. Bonsoir. Pour être en lien avec la question de la santé et de la valeur du soin, nous on travaille, moi je travaille en gérontologie et la question de la fragilité des gens âgés, des situations de maltraitance sur les gens âgés, nous on le vit et on voit ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire le poids de l'omerta, le poids des organismes, des histoires, même de la stratification des formations, qui va faire que derrière, quand quelqu'un lance l'alerte ou quand il est en situation de dénoncer, même s'il a des protections, j'ai encore eu le cas récemment, parce que nous on a dit un média, donc on voit des situations concrètes, la protection elle n'a pas tant lieu que ça, et la personne est pointée et n'aura pas ses avancements et n'aura pas la carrière qu'elle aurait voulu avoir, qu'elle aurait pu avoir, si elle avait eu la bonne idée de faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire pas de vague. Alors, déjà, il y a une obligation, maltraitance, personnes âgées, enfants, les crimes qui peuvent encore être arrêtés, les personnes vulnérables, il y a une obligation de signalement. Donc, en théorie, voilà. Mais le problème de l'alerte, c'est qu'effectivement, vous vous retrouvez en butte avec le groupe. Donc, vous êtes exclu. C'est à la fois un problème, je dirais, de déchéance, de licenciement ou de problème social, mais c'est aussi le fait que vous vous excluez du groupe auquel vous appartenez. Vous avez le problème de loyauté envers l'entreprise ou l'organisation, vous avez le problème de loyauté envers vos collègues. Et il y a un vrai problème de rejet ou de harcèlement. Je veux dire, les Anglais ont revu leur loi en 2013 et désormais le lanceur d'alerte est protégé des représailles de tierces parties. Si son employeur le fait tabasser ou s'il se trouve... Mais je veux dire, en France, on a eu quand même, dans des problèmes de trucage de marché public, on a eu notamment une femme qui s'est trouvée en grand danger de licenciement, etc., mais dont la mère a été tabassée et qui recevait des menaces de mort. Je veux dire, ça existe. Donc c'est vrai qu'il faut penser à tout ça. Je veux dire, on n'est pas dans certains pays, enfin, je veux dire, il faut raison garder, mais ça existe aussi. Donc, mais ça, c'est un problème aussi quand on parle de responsabilité, co-responsabilité et responsabilité collective. Je crois que c'est aussi une culture qui est en train de changer. Ce que vous signalez, je veux dire, vous avez vu peut-être le reportage sur la pédophilie il y a peu de temps. Je veux dire, il y a sans doute humainement partout un mécanisme de protection du corps auquel vous appartenez. Voilà. Donc il y a un problème de seuil de tolérance également
auxquels il faut penser. Et moi, je pense vraiment que c'est un problème de responsabilité individuelle et collective. J'ai l'impression qu'en 2016, ce qui fait la valeur du lanceur d'alerte, c'est sa rareté. Moi, je voudrais vous poser la question, que devient la démocratie quand tout le monde se sont investis de cette mission secrète qui va frôler, on en parlait, la délation. Non, mais où est la frontière et le nombre Comment pourrez-vous protéger des lanceurs d'alerte si chacun, dans son... réagit face aux obligations qu'il peut avoir? Je veux dire, il faut quand même voir une chose. Je veux dire, vous devez signaler, enfin, c'est le signalement d'un acte, j'allais dire. Enfin, nous, on a dit crime ou délit, menace ou préjudice grave pour l'intérêt général. Il y en a. Oui, mais il n'y en a pas tant que. Enfin. Si vous voulez, la différence entre la délation. Alors, moi, j'ai un vrai souci quand même au départ. Au départ, le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui fait un signalement dans l'intérêt général et qui va n'avoir que des avanies. Il va être licencié, il va être placardisé, il va être harcelé. Il n'a aucun intérêt privé. Le délateur, c'est quelqu'un qui dénonce une personne généralement par vengeance ou par intérêt personnel. Donc vous avez l'intérêt privé contre l'intérêt général. C'est ça la différence. Elle est vraiment. Par ailleurs, le lanceur d'alerte, il signale un fait, un détournement de fonds, etc. À la limite, c'est pas une personne. C'est pas une personne. Vous n'avez pas 1 million de lanceurs d'alerte. Je veux dire, la Grande-Bretagne qui a mis en place cette législation, elle a fait une étude effectivement sur 1000 lanceurs d'alerte dans les 10 dernières années. Je veux dire, par exemple, il y a plusieurs choses. Vous avez la protection, vous avez le traitement de l'alerte. Le problème quand il y a une alerte, c'est qu'il faut la traiter. Une fois qu'un danger ou quelque chose de grave a été révélé, il faut que quelqu'un le prenne en charge, soit le gouvernement, soit une agence indépendante. Et vous avez par ailleurs la protection de la personne qui a émis l'alerte. Donc il y a des pays qui ont fait les deux choses en une, et il y a des pays qui ont pris une agence indépendante pour le traitement de l'alerte et laissé à une fondation caritative ou à la société civile le soin d'aider ou d'accompagner les personnes. Donc les Anglais ont cette loi et ils ont une fondation qui est née en 93, mais qui est née à cause de 400 morts. Aucun pays n'a légiféré par vertu spontanée. Ils ont tous légiféré quand il y a eu quelques milliers de morts, et que les équipes savaient, et qu'elles se sont tues parce qu'elles avaient peur de perdre leur emploi, ou qu'elles ont lancé l'alerte et que personne n'a traité l'alerte ou n'a relayé l'alerte. Ce sont ce genre de scandales et de tragédies qui donnent partout ces législations. Donc les Anglais ont fait d'abord, la société civile a fait d'abord une fondation caritative avec une ligne d'urgence et d'assistance aux salariés pour leur répondre avec des avocats spécialisés pour porter l'alerte s'il le faut ou pour les aider à ne pas se griller. Et cette fondation est née en 93, elle a aujourd'hui traité 20 000 alertes, dont 71% avaient été lancées en interne en vain, c'est-à-dire sans avoir été prises au sérieux ou traitées. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on est quand même au départ sur les violations de la loi, et ça va jusqu'aux violations des droits de l'homme, mais on est quand même au départ, le précaré, enfin le périmètre carré le plus évident, ce sont les violations de la loi. Donc, non, je ne pense pas que... grave, je veux dire. C'est pas le fait qu'il y ait, je veux dire, c'est pas... La caisse noire pour le café, si vous voulez, vous n'allez pas devenir un lanceur d'alerte, c'est pas... Oui, on va prendre une question, puis ensuite je passe la parole à Albert Augien. Très bien. Peut-être une question pour M. Augien. Je me pose... je comprends la nécessité de protéger le lanceur d'alerte, sécuriser son parcours, notamment pendant d'éventuelles poursuites judiciaires qui peuvent durer longtemps. Mais j'aimerais retourner la question. Il y a une question morale qui me taraude, à savoir, on pourrait en arriver à la professionnalisation de l'alerte. Quand le lanceur trouve finalement son intérêt sur le long terme dans l'alerte, et ça devient son fonds de commerce, entre guillemets. Il écrit des livres, il sort des films, il est médecin peut-être à côté, et du coup il participe, de par son métier, il est forcément lié à l'affaire en question. C'est parce que vous parliez de Madame Frachon tout à l'heure. Donc.
J'y pense comme ça. Et en fait, je me demande si disons que le lanceur peut devenir à long terme presque jugé parti dans la mesure où il a intérêt à ce que l'affaire continue, peut-être même peut-être pas travestir la vérité, peut-être la rendre pire encore qu'elle ne l'est vraiment, parce qu'en fait ça devient son moyen de subsistance. Le lanceur d'alerte est souvent un repenti. Ah non, c'est pas la même chose. Je dis simplement que dans un certain nombre d'affaires médiatisées, les lanceurs d'alerte avaient commencé par travailler de manière tout à fait convenable dans l'environnement où ils étaient. Et puis à un moment donné, pour une raison qu'on peut comprendre, ils ont dit bon, stop, et ils dénoncent. Et il y a toujours un certain degré de participation de quelqu'un qui va à un moment donné lancer l'alerte, et je rejoins la question de mon voisin. Je pense qu'effectivement, il faut les défendre, les protéger, tout ce que vous voulez, mais je pense qu'il faut aussi se questionner sur la motivation et sur leur nombre. Je partage tout à fait l'inquiétude de la dame de tout à l'heure. Si tout le monde devient lanceur d'alerte, on ne pourra plus faire grand-chose. Monsieur Ogien. Allez. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses, donc je suis un petit peu... il faut que je trie. Alors, en sociologue, je vais répondre à votre question. Un lanceur d'alerte qui devient un professionnel du lançage d'alerte n'est plus un lanceur d'alerte, il devient un professionnel de l'information. Et il change de statut. Voilà. Ensuite, est-ce que les lanceurs d'alerte trouvent un intérêt personnel ? Ben non, parce que en fait, c'est des aventures judiciaires qui se trament. C'est-à-dire que quelqu'un commet quelque chose, il est suivi, poursuivi, traqué, menacé, et il y a une affaire qui se déroule avec un jugement. Donc les gens ne sont pas laissés comme ça tranquillement dans le monde. Et en particulier, je pense que quand les choses s'aggravent, c'est parce que ce qu'ils encourent comme mesure de rétorsion augmente aussi. Et donc je pense qu'il y a un jeu comme ça. Mais il ne faut pas croire que le lanceur d'alerte est tout seul dans la nature. Une fois qu'il a lancé l'alerte et qu'il a été dénoncé par les personnes dont on pense qu'il a dévoilé un secret et que c'était interdit, ne pensez pas que ça s'arrête comme ça. La vie continue, et la vie continue pour le lanceur d'alerte très très mal. Donc voilà, je ne pense pas qu'on puisse condamner les lanceurs d'alerte. Alors après, il y a bien sûr la question de la motivation, mais en droit, elle est résolue d'une certaine manière. Et en sociologie, elle est résolue aussi par la question de la légitimité. C'est-à-dire que quelqu'un, ce que disait William, on peut faire confiance dans la population en général pour se dire que quelqu'un est un type honnête qui a dénoncé quelque chose qui est scandaleux et qui touchait beaucoup de gens. Et c'est ce soutien que, par exemple, Deltour reçoit, ou même Snowden reçoit. Même si Snowden, s'il rentre aux États-Unis, il sera fusillé. Et il n'y aura pas de pli là-dessus, pour l'instant, si la loi ne change pas. Donc, voilà, il y a cette chose que j'ai essayé d'énoncer, que vous notez tous un peu. La question, le droit peut protéger sur certains aspects de la vie, et c'est bien qu'elle le fasse, mais le fait de passer pour un traître dans son milieu, c'était ça la question essentielle, ce qui fait que, en fait, on n'en aura pas vraiment. Il faut vraiment être très très pervers pour être un lanceur d'alerte professionnel. Extrêmement pervers, quasiment un psychopathe, en fait. Bon, donc, alors, mais après, ce sur quoi je voulais revenir, c'est un peu sur... bon, la première chose, la question du terrorisme. Alors, j'ai une montre, donc je n'irai pas trop loin, mais j'espère ne pas monopoliser le temps. Je trouve que dans l'alerte que William Bourdon lance en disant « un des ennemis du lanceur d'alerte, c'est le terrorisme », il ne fait pas assez confiance dans la démocratie. Moi, je fais confiance dans la démocratie au sens où il me semble que des citoyens, en tout cas je l'espère, je sais que c'est compliqué aujourd'hui, mais je continue à le croire, feront la différence entre ce qui relève d'actes de terrorisme et ce qui relève de l'acte de dénonciation, de malversation de personnes qui occupent des positions de pouvoir. Et ce n'est pas parce qu'il y a du terrorisme qu'on ne dira pas que tel président, que tel PDG, que tel directeur de chaîne commet des injustices ou des illégalités. Ça, je pense pas. Je pense que le monde est très
complexe. Je pense que les citoyens sont assez intelligents pour avoir une idée de cette complexité et de faire le tri. Ça veut dire, voilà, et d'une certaine manière, jusqu'à présent, la réaction au terrorisme, qui aurait pu être très très impressionnante en disant effectivement nos libertés publiques vont être saccagées. En fait, curieusement, on est dans un état d'urgence et il n'y a jamais eu autant de manifestations dans les rues. Je ne sais pas si vous remarquez la contradiction. Normalement, on n'a pas le droit de manifester. Hein. Bon, mais, donc, nos libertés, encore, on observe la chose. C'est vrai que c'est un danger, qu'on nous dit on est en urgence, mais on arrive à faire le tri de ce qu'il faut encore faire pour être démocrate et pas. Mais alors, deux autres questions qui sont vraiment, je trouve que c'est très très juste, mais la question, s'il y a 1 million de lanceurs d'alerte, qu'est-ce que ça devient? Et c'est là où on touche la question, je trouve assez juste, en tout cas, ce que William a dit sur deux modalités, du fait que le phénomène des lanceurs d'alerte, le fait qu'on en parle, même le fait qu'on fasse des législations pour ça, indique vraiment quelque chose qui ne va pas dans la démocratie. La première, c'est que s'il y a 1 million de lanceurs d'alerte, normalement auparavant, ils auraient été dans un parti politique, ils auraient demandé un changement. Donc le fait que la dénonciation devienne individu par individu marque bien le fait qu'il y a une distance par rapport à une représentation collective de la même chose. Et donc, ça devrait nous alerter en disant mais comment ça se fait qu'il n'y a plus que des individus qui peuvent nous signaler quelque chose qui est une abomination, alors que normalement, on devrait tous sortir dans la rue et, sous l'étendard d'une revendication, changer les choses. Donc là, voilà, il y a probablement dans le fait que ce phénomène arrive, je pense qu'il est un peu nouveau, effectivement, ne serait-ce que, et ça c'est un indicateur, que les législations légifèrent actuellement sur cette chose-là, alors que, par exemple, pour la désobéissance civile, il n'est pas question de légiférer, c'est absolument exclu. Mais légiférer sur le lanceur d'alerte est quelque chose qui devrait nous dire, tiens, c'est étrange, pourquoi le fait-on aujourd'hui? Et donc, alors, premier malaise dans la démocratie, je n'aime pas ce terme, mais je suis fatigué. Donc, l'alerte qu'on devrait avoir, c'est comment se fait-il qu'il faut que les abominations qu'on observe autour de nous, ce qui nous rend en colère, ne peut être exprimé que par la voix d'individus et pas par la voix d'un parti, d'un syndicat, et même, je vais oser cette chose-là, par le Parlement. Et c'est là où on arrive à la deuxième chose qui est très très étrange, qui devrait nous alerter sur l'état de la démocratie. Comment ça se fait que précisément au moment où le Parlement est tellement dessaisi de tout contrôle sur le monde de la finance, c'est à ce moment-là qu'il se donne le droit, au lieu de contrôler la finance, d'autoriser des lanceurs d'alerte. On se dit, ça c'est quand même incroyable. Comment ça se... et le symptôme, et pourquoi aujourd'hui, je pense, ça prend beaucoup d'ampleur, c'est qu'il y a eu 2008. 2008, c'est quoi? C'est l'effondrement du système financier mondial, avec l'ensemble des conséquences que je ne vais pas relater ici, mais c'est surtout l'engagement de tous les chefs d'État les plus puissants du monde à fermer les paradis fiscaux, à réguler la finance, à séparer les banques et à arrêter la spéculation. En 2008, Sarkozy, je ne sais pas si c'était déjà Obama à l'époque, enfin, toute la palette des plus grands, les gens dont on considère, peut-être à mauvais titre, qu'ils détiennent les rênes du monde, s'engagent à ces choses-là. En tant que citoyen, on peut observer qu'en 2016, il ne s'est pas passé grand-chose. Ce qui veut dire que ces gens sont impuissants. Ils sont impuissants. Bon, je ne rentre pas dans les différentes variantes. On peut dire c'est parce qu'ils le font exprès, parce qu'ils sont stipendiés, ou parce qu'ils sont... Et on sait trois possibilités. Hein. Ils sont corrompus, ils ne veulent pas le faire, et au contraire, ce qu'ils veulent, c'est continuer à donner le pouvoir à la finance. Et troisièmement, ils sont absolument impuissants devant la force et la puissance de la finance et de la banque. Mais dans les trois cas, il y a quelque chose qui ne va pas pour la démocratie, parce qu'on a des représentants qui siègent et qui sont sommés légiférer pour nous. Or, au lieu de légiférer, ce qui serait à juste titre, d'interdire aux entreprises de faire les malversations qu'ils commettent, personne ne peut penser qu'ils les ignorent. Absolument personne. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir maintenant pourquoi subitement on taxe Google, on découvre soudain que Starbucks ne paie pas d'impôts, on découvre qu'il y a de la compétition fiscale. Bon, vous comprenez bien qu'on ne le découvre pas. Donc, ce qui est étrange dans ce moment curieux du Parlement, c'est que nos représentants, au lieu de faire la tâche qu'on leur demanderait de faire, c'est-à-dire de contrôler la finance, permettent à des lanceurs d'alerte de faire le travail qu'ils ne font pas. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez impressionnant, en fait. Bien, je propose qu'on en reste là.
sur cette intervention. Hein. Merci beaucoup aux deux intervenants.